Bonjour, bienvenue sur Temps Culture, je suis très content de vous retrouver, ça y est, c'est la rentrée. J'espère que vous avez passé de très bonnes vacances. Qui dit rentrée dit déluge terrible de nouveautés. Voilà, ça y est, c'est parti, je m'y attendais, mais alors là, qu'est-ce que ça a été? Pas moins de 40 titres à vous présenter. Bien sûr, j'ai pas pu faire rentrer tout ça dans une vidéo, donc ce sera en deux parties. Première partie, vous l'avez sous les yeux, elle sort aux alentours du 15 septembre. La deuxième sortira vers le 30 septembre, avec 20 autres titres. Donc vous avez eu 40 titres, c'est vraiment du délire, sachant que je ne présente pas tous les BD que j'ai lus, reçus ou achetés. Je ne présente que celles que j'ai vraiment aimées pour les partager avec vous et faire que vous puissiez faire vos choix. À la fin de la vidéo, le tirage au sort pour faire gagner cette BD vert. Vous avez été nombreux à participer et j'ai les petits noms dans le chapeau. Je ferai le tirage tout à l'heure. On commence avec un blockbuster, Torgal de la série Torgal Saga. Torgal Saga, c'est déjà le troisième titre, avec des auteurs à chaque fois différents qui reviennent sur un moment de la saga Torgal. Là, c'est Surzenko et Yann qui s'y collent. J'avais adoré les deux premiers titres, Adieu Aricia et Wendigo. Là, c'est Shaigan, un moment où Torgal devient un méchant, puisqu'il est sous l'emprise de Chris de Valnor, qui lui fait perdre un peu, il perd sa mémoire, et donc il devient un méchant pirate, et avec son équipage de vikings, eh bien, il s'adonne à ce que faisait tout bon viking, c'est-à-dire piller, tuer, et ainsi de suite. Donc il a quand même des petits scrupules, le Torgal, et voilà, il cherche à connaître la vérité, à retrouver la mémoire, et donc pour cela, il va devoir faire une quête. Il va devoir retrouver un chaman qui lui promet de lui redonner sa personnalité, sa mémoire, lui demande pour cela d'aller retrouver une épée légendaire, et donc avec son équipage avec Chris et son équipage de violents vikings, il va partir à la recherche de ce trésor légendaire. Et vous allez voir, bon, alors on n'est pas au niveau de Rosinski au dessin, mais on s'en rapproche vraiment. Franchement, c'est pas choquant. C'est bien dessiné, c'est bien scénarisé, c'est assez mature quand même pour voilà, du Torgal. Je trouve que voilà, pas mal de violence, et on se retrouve voilà, dans une aventure qui n'aurait pas dépareillé dans la saga, avec plein de choses, donc c'est très sympa, ça se résout en un seul tome, et donc j'ai beaucoup aimé à nouveau ce Torgal, même si je trouve que sur les trois qui sont sortis, les deux premiers étaient vraiment exceptionnels. Celui-là est un petit peu moins fort, mais ça reste quand même du très bon, et on aura le quatrième de Givre et de Feu à sortir par David Etienne, Dian et Legrand dans quelques temps. Voilà la suite des aventures de Torgal. On continue avec du fantastique et une très bonne pioche, une histoire en un seul tome, Le Gouffre des Résurrections chez les humanoïdes associés de Hiroji et Gabriel Rodriguez. Gabriel Rodriguez, c'est le dessinateur de Lock and Key. Alors ça m'a mis la puce à l'oreille. Je me suis dit, là, ça doit quand même pas être mal, parce que ce tome-là, il dessine vraiment très bien. Et puis là, une histoire comme ça, on est en mode un peu terreur de Dan Simmons. Je ne sais pas si vous avez lu ce fantastique livre qui nous parle de bateaux anglais qui cherchaient des passages dans l'Arctique ou l'Antarctique et qui étaient restés bloqués dans les glaces. C'est des faits historiques, hein, ces bateaux ont été retrouvés, on ne sait pas du tout ce qui est arrivé aux équipages qui ont été décimés, et donc là ils partent sur une histoire fantastique où donc un capitaine de bateau va disparaître, et son épouse, qui est un personnage féminin fort et qui va pas hésiter à mener une expédition pour aller à sa recherche. On est dans une ambiance donc fantastique, un peu gothique, franchement c'est très sympa, et donc cette femme et son équipage vont se lancer dans une aventure où ils vont se retrouver dans les glaces, voilà, avec des créatures surnaturelles, un peu zombies, voilà, qui sont terrifiants, franchement bien dessiné, bien prenant, voilà, super, très bon. Pour ceux qui aiment un peu le fantastique et ces ambiances-là, chaudement recommandé.
On continue avec Écoute s'il pleut chez Daniel Maguen de Patrick Prugne qui nous avait habitué plutôt à faire des histoires justement sur les Indiens, sur voilà, c'est une période et Rodolphe. Et là on se retrouve, alors on est dans les années 60. Dans Écoute s'il pleut, et on a ces dessins en aquarelle superbes, ces peintures de Patrick Prugne, typiques. On trouve un jeune homme qui s'ennuie, qui passe ses vacances chez les grands-parents, il n'a pas grand-chose à faire, il est un peu isolé, et par un heureux hasard, il va rencontrer un jeune homme avec qui il va se lier d'amitié, et il va du coup aller dans son moulin, et rencontrer sa mère, voilà, et passer de bons moments. Et puis, le fantastique va légèrement rentrer dans cette histoire, puisque cet enfant va revenir sur l'endroit de ce moulin et découvrir que ce moulin est abandonné depuis de nombreuses années et que plus personne n'y habite. Et donc il va mener l'enquête, est-ce qu'il a rêvé, est-ce qu'il est fou, il a bien pourtant vécu ce moment-là et rencontré ces gens-là. Et donc toute cette enquête va le mener sur ses propres racines, sur une histoire qui a lieu pendant la guerre, 20 ans plus tôt. Donc voilà, c'était bien mené, c'est très intéressant, c'est en un tome, bien dessiné bien sûr. Voilà, une belle histoire que je vous recommande aussi chez Daniel Maguen. On continue avec une série de fantasy guerrière, Empire, chez Oxymore Édition, La Compagnie des Ombres, c'est le premier tome d'une série qui en comptera 5, de Jari Ruiz et Powell. Voilà, tout est bien déjà annoncé, prévu. Voilà, on pourrait se dire encore une série de fantasy, on en a vu beaucoup, c'est sûr, entre les nains, mages, Gardaran et compagnie. Là, c'est vrai que, voilà, moi je me suis dit, bon, mais franchement, j'ai passé un très bon moment. C'est bien fait, c'est toujours voilà, des auteurs qui ont de l'expérience, qui ont l'habitude de créer des univers, et ça tient debout. C'est très bien dessiné, je trouve. Là, on se retrouve avec des peuples dont les leaders se réincarnent dans des enfants, côté un peu réincarnation. Et donc cet enfant qui est censé être hyper important pour ce peuple va se retrouver par un hasard protégé par un loup des mers, un peu, un guerrier, et sa compagnie qui vont le protéger, le prendre en main. Ils vont être coursés par tout un tas d'autres peuples qui veulent leur faire la peau, et ils vont se défendre sur mer et sur terre. Voilà, il y a pas mal d'actions, c'est vraiment mature, assez violent, avec des dialogues bien badass. Franchement, des créatures, des grands monstres, c'est bien dessiné, on a envie de connaître la suite, donc c'est réussi. Voilà, l'esprit un peu David Gemmell, pour ceux qui connaissent cet auteur de fantasy guerrière. On continue avec du policier, du polar, avec le deuxième tome d'une histoire donc, qui en comptait 2, mais qui continuera peut-être, avec un nouveau personnage chez Dupuis, qui s'appelle Kim Tyler. On est en 1967 à San Francisco, dans un univers un peu pop, American Parano de Bourris et Varela. Il y a un côté un peu ésotérique, sataniste, voilà, une enquête avec des meurtres et des cadavres qui tournent, qui sont un peu marqués par des symboles de sorcellerie, et un personnage très trouble dont on apprenait un peu la vie dans le premier tome, qui fait des messes sataniques, et cette jeune enquêtrice qui aussi, dont le père était inspecteur, qui vient de prendre sa suite, et on apprend un peu à chaque fois sur son passé personnel. Voilà, le dessin est assez particulier, justement sympa, c'est graphique, et cette enquêtrice voilà, s'en débrouille pas mal, c'est bien. Moi j'ai bien aimé encore, ça change, et puis c'était un bon polar pour ceux qui aiment ça. Le dessin est sympa, et une enquête en 2 tomes, c'est toujours bien. On continue avec du post-apocalyptique. Vous avez dit qu'il y en aurait vraiment dans tous les styles. Le 3e et dernier tome de la série Abaddon, de Beck, bien connu pour ses scénarios et ses séries. Carré et Alvarez. Carré au dessin, c'est un dessinateur plutôt de comics. On ressent un peu cette patte graphique comics dans ce 3e tome.
plutôt axé action, donc un univers un peu à la Mad Max, qui démarrait cette série en 2027 avec des artefacts de chaque religion qui venaient aux mains du peuple, et ça s'est très mal terminé puisque le monde a été réduit en cendres, et donc là on a des guerriers qui essayent de survivre, qui sont rentrés dans des colonies, d'une colonie, et qui essayent de trouver des solutions après ce déluge des armes divines, mythologiques, mythiques, et de ces dieux, et de ce qui s'est passé, et maintenant arriver à s'en sortir, puisque même maintenant que la Terre est réduite en cendres, eh bien, ces artefacts posent toujours problème, avec des civilisations, des robots qui essaient de renaître, une guerre de civilisation pour la survie de l'humanité. Ça pète dans tous les sens, il y a de l'action. Voilà, si vous aimez le dessin, qui plaira peut-être pas à tout le monde, Badon, c'est une série qui est complète en 3 tomes, et ça aussi c'est pas mal, parce que souvent les séries sont en rallonge, et donc quand on a une série qui est pas trop longue, c'est pas mal, hein. On continue avec de la fantasy Pendragon, une relecture du mythe arthurien par Legris, Delac et Martinello, tome 2, le Conseil des rois. On a un dessin de Paolo Martinello qui est superbe. Et Martinello, on sait qu'il dessine très très bien, mais là, voilà, il le montre. C'est la qualité première de cette adaptation, même si je trouve que sympa de voir une relecture un peu du mythe arthurien, avec Merlin, Arthur. Le premier tome était très sympa. On voit l'évolution, les rapports difficiles entre Arthur et Merlin, et puis les différentes tribus. C'est franchement... pour ceux qui ont aimé les Elric en bande dessinée ou des choses comme ça, voilà, ça va vraiment vous plaire. On a vraiment une histoire très bonne et vraiment bien mise en scène. Je sais pas en combien de tomes est prévue la série, malheureusement. Mais j'ai trouvé que c'était très bon. Pendragon, c'est chez Glénat. Deuxième tome, une série qui est de qualité. De la SF, chez Glénat, Noir Horizon de Pelaez, Philippe Pelaez. Je ne sais pas s'il n'y a pas une vidéo, je présente au moins 2 BD à chaque fois de ses scénarios. Il est en ce moment celui qui est le plus prolifique, et c'est vrai que souvent ses BD sont très bonnes, ses scénarios sont très bons. Là, il est associé à Blasco Martinez au dessin. Noir Horizon, tome 2, Hosanna, d'une série qui sera en 3 tomes. C'est un peu la mode, hein, 3 tomes en ce moment. C'est annoncé à l'avance, comme ça on n'a pas trop de... On se dit pas qu'on achète des tas de tomes, on ne sait jamais quand ça va se terminer. Et donc, Noir Horizon, c'est une série de SF. Franchement, le dessin est très sympa. Il y avait une équipe, dans le premier tome, il y avait une planète qui était bouchée par un manteau noir, un sombre horizon qu'on ne pouvait pas traverser. Quand on le traversait, on se faisait tuer instantanément. Et donc ils ont été chercher des guerriers, des fous, quoi, des prisonniers, psychopathes, tueurs. Personne ne voulait y aller, donc ils les ont réquisitionnés pour aller traverser ce rideau noir. Ça s'est très mal passé, mais là dans le deuxième tome, il y en a qui en sont revenus. Et donc on va découvrir que finalement l'enfer n'est pas que du côté du rideau noir de brouillard avec ces créatures, mais aussi dans le monde... dans lequel ils habitaient, où finalement c'est pas mieux, avec un dirigeant qui s'appelle Achab, qui est absolument le grand méchant de l'histoire, qui est tyrannique, et qui, c'est très bien, c'est très beau, c'est très bien dessiné, franchement, bien mise en page, assez complexe comme histoire, avec pas mal de personnages. C'est une BD qui, je trouve, ne se appréhende pas forcément dès la première lecture, elle mérite une relecture, parce que il y a plein de personnages, il y a plein de thèmes, c'est assez condensé. Et donc en fait, la fille de cet empereur tyrannique Achab va essayer de mener une véritable révolution, de retourner le peuple de ce pays. Donc là, on se retrouve avec une histoire qui vire un peu, qui s'agrandit. Au départ, c'était visiter une planète inconnue avec un mur de brouillard impossible à traverser. Et maintenant, ça se vire à une révolution planétaire. Donc ça s'agrandit. Le troisième tome devrait être l'apothéose, je pense. Une série qui est violente, bien dessinée, intéressante, plutôt une réussite. Noir Horizon. Je vous conseille si vous aimez la SF. Une histoire en un seul tome, chez Glénat, Les yeux doux de Colline et Corbéran. Corbéran, bien connu
pour ses scénarios. Et là, un dessin de Michel Colline, qui est franchement épatant, très années 60, pop coloré, voilà, cartoon, franchement très très sympa, dans une histoire finalement pour moi qui revisite un peu 1984, voilà, avec une société un peu genre Big Brother qui ne laisse aucune liberté, qui est totalement basée sur la consommation, le travail, et on suit le destin d'un jeune homme qui ne fait pas grand chose et qui est tout de suite renvoyé de son travail, et donc ils ne peuvent plus vivre, il en devient même invisible, puisque comme il ne travaille plus, il n'existe plus, il va devenir totalement invisible, et on va avoir une sorte de contestation révolutionnaire dans un univers avec des pubs des années 60, voilà, c'est très coloré, cette espèce d'une énorme institution qui s'appelle les yeux doux, ouais, c'est comme un peu Big Brother is watching you, les yeux doux qui regardent avec des caméras tout ce qui est fait, tout est contrôlé, on a le droit de rien faire, et donc eh bien ce jeune homme et sa sœur vont avec l'aide d'un contrôleur qui va finir par tomber amoureux de la sœur qui est en train de faire des bêtises, eh bien il va prendre tous les risques pour les aider, et ils vont se retrouver mêlés à une communauté de gens qui essaient de s'entraider et de vivre voilà, différemment que de ce mode de vie totalitaire basé uniquement sur le travail. Et donc voilà, franchement les dessins sont top, plein de détails, vraiment bien fait, bien coloré, voilà, on y croit cet univers, franchement c'est super bien dessiné, et l'histoire est en un seul tome, elle est vraiment réussie, elle est excellente, et donc voilà, c'est le label Millefeuille, c'est chez Glénat, et Les Yeux Doux, c'est une des très très bonnes surprises de ce mois. J'ai trouvé que c'était complètement réussi. On continue avec une histoire qui mélange histoire et fantastique. Les Mages de Bonaparte de Olivier Gay et Brice Bengono chez Dracou. Alors là, on se retrouve dans une série qui mêle voilà, de l'historique avec Napoléon et sa fameuse bataille en Égypte. Et on se retrouve avec eh bien, tout à coup des dragons, des vampires, des tas de choses. Voilà, on se dit waouh, un mélange. Voilà, ça avait déjà été fait dans des comics que vous avez présentés, mais là, c'est à la française. Et donc on suit deux mages de Napoléon qui vont être envoyés en mission chez l'ennemi. Et donc ils vont vivre une aventure. Le dessin est sympa, franchement. C'est en un tome, mais les auteurs ne s'interdisent pas de continuer l'univers et la série si ça fonctionne. Parce que voilà, il y a du potentiel effectivement dans ces histoires où on mélange du Napoléon et voilà. Donc plutôt sympa chez Dracou, les Mages de Bonaparte. Continue avec du comics Dark Ride, le deuxième tome. J'avais vraiment beaucoup aimé le premier tome de Joshua Williamson, Andrei Bressan et Adriano Lucas. C'est le deuxième tome sur 3. C'est la mode, là. Tout est en 3 en ce moment. Et Dark Ride, en fait, c'est un parc d'attractions horrifique, sorte de Disneyland, mais version terrible, terreur, je sais plus où il y a le plan, enfin, bref. Et donc dans le premier tome, eh bien, on se rendait compte que ce parc d'attractions avec ses terrifiants, qui rencontre un succès fou, eh bien il y a vraiment des monstres dedans et des gens qui meurent. Donc c'est vraiment horrible. Voilà, des gens qui ont peur des clowns et des choses comme ça, ben, il faut lire ce genre d'histoire. Et là, ce deuxième tome est centré sur l'histoire donc de cette famille et de cet homme, de ses relations avec sa femme et ses enfants, qui sont des relations très violentes et horribles, que cet homme a fait un pacte avec le diable pour monter ce parc d'attractions. Et donc c'est voilà, c'est une journaliste et puis un de ses enfants va essayer de creuser pour comprendre un peu les rouages. Et donc à chaque fois on découvre un peu plus d'horreur de ce parc. Là c'est vraiment
plus centré sur la famille que sur le parc en lui-même. Le premier tome était plus centré sur la découverte du parc. Donc voilà, c'est sympa, Dark Ride. J'ai bien aimé, puis en sachant que ça se finira dans le prochain tome, c'est pas mal du tout. Devinez quoi? De fureur, de bruit et de fureur de Philippe Pélez, encore lui, et Éric Liberge, premier tome Shakespeare d'une histoire qui sera en 3 tomes. Voilà, déjà annoncé, tome 1 Shakespeare, tome 2 Marlowe, tome 3 Faust. On est en 1605 à Londres, dans une histoire assez fantasmagorique, qui nous parle en fait d'une légende comme quoi Shakespeare ne serait pas Shakespeare, qu'il aurait été, voilà, que ses textes auraient été écrits par quelqu'un d'autre, voilà, qu'il aurait. Voilà. Et donc là, on parle d'usurpation d'identité, de mélange, et donc on se retrouve avec une sorte un Shakespeare qui est en proie un peu à de la folie. Il voit des choses, il a des hallucinations, il ne sait pas ce qui est vrai, ce qui est faux, qui il est. Et il y a un mystérieux personnage après qui il court. Et voilà, le dessin d'Éric Liberge, j'aime beaucoup le dessin d'Éric Liberge, j'avais présenté des romans graphiques de lui, il dessine très très bien, je trouve, voilà, il a un très beau trait, et donc ça colle bien avec cette histoire complexe, un peu, qui se veut simili-thriller fantastique, voilà, avec une ambiance où on ne sait pas ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est du rêve, ce qui est de la réalité, une ambiance très spéciale, avec un joli dessin de ce Shakespeare qui s'appuie sur des mythes et des rumeurs sur Shakespeare, dont on ne connaît finalement que peu de choses, puisque on a très peu d'éléments de biographie apparemment sur Shakespeare. Je suis pas spécialiste, mais voilà. Donc j'ai passé, il y a à la fin un petit texte explicatoire justement de PLAS qui nous explique eh bien, le pourquoi du comment de cette histoire, comment lui est venue l'envie de faire un peu cette histoire sur Shakespeare et de creuser sa bio. On continue avec le deuxième tome. Le premier tome avait été vraiment, j'avais beaucoup apprécié, Bird King, tome 1, c'est un peu une révélation, de Crom et Daniel Friedman chez les Humanoïdes Associés. Une histoire de fantasy, mais dans un style vraiment différent. Il y avait un style graphique voilà, qu'on n'a pas l'habitude de voir, qui se rapprochait un peu du roman graphique, avec un univers qui semblait vraiment bien travaillé, profond, et puis une histoire originale, de fantasy, avec des dessins, voilà, un style frais, original, et ça marchait, de cette jeune forgeronne qui est finalement la descendante d'un peuple qui n'existe plus, la dernière de son peuple, qui va se retrouver aidée par un robot, enfin un robot, non pas un robot, une statue, mais ça fait penser à un robot effectivement, une statue d'un roi géant qui va être le Bird King, et qui est hyper puissant, et qui va la prendre sous son aile, et à tous les deux, ils vont essayer de partir de leur pays dans une quête initiatique vers un royaume plus clément. Et donc sur leur route, ils vont tomber sur plein de personnages divers et variés. Un côté dark fantasy, assez sombre, malgré la couleur des dessins, le côté très punchy des couleurs et très joyeux. L'histoire, elle est quand même bien sombre et bien dure et assez violente. Voilà, avec des petites références en creux au Seigneur des Anneaux, des choses comme ça, et sur la guerre, et c'est bien dessiné, c'est surtout original, l'univers est pas mal du tout. Si on adhère au dessin, qui est différent de ce qu'on a l'habitude de voir dans ce genre de série, comme je vous ai montré tout à l'heure, ben franchement c'est très sympa, mais là on a voilà, un style différent, et je pense que ça marche. Et on a vraiment envie de suivre la suite des aventures de Bianca dans ce royaume des territoires d'Agul. Voilà. Bird King, tome 2. Alors là, on continue, on en est déjà tac, à la 3e série, le cycle 3, Arnor. On commence avec nos amis les ours. On avait fait les félins, on avait fait les singes, et là on est chez les ours, dans les 5 terres, on va y arriver, hein. On est déjà au tome 13, à ces 5 cycles. Et donc là, eh bien, c'est parti pour une galerie, vous avez vu le nombre de personnages comme d'habitude.
Alors au début, on est paumé, mais c'est bien fait puisque chaque tome nous permet de découvrir les personnages et de creuser. Donc les 5 terres, toujours chez Delcourt bien sûr, de Les Willin, un collectif de scénaristes, où nous avons Andoris, Chauvel et Wong. Et puis la direction artistique de Didier Poli, et au dessin, toujours Jérôme Le Reculé. Donc voilà, et aux couleurs, Dimitris Martinos, une équipe qui cartonne, voilà, sur une idée originale de David Chauvel, pardon. Et donc voilà, on se retrouve avec les ours. Là, on est dans le style un peu viking, un peu nordique, avec ses bateaux, ses fourrures. Voilà, là, on a l'impression d'avoir vraiment des vikings. Mais il faut savoir que les ours, ils sont pas tout seuls, ils ont aussi des loups et des chiens avec eux, et donc ils veulent partir en guerre. Là, c'est clairement, on embarque et on va aller détruire Angléon, donc les félins. Ils veulent tuer la reine. Ils ont attaqué la reine qui se trouvait à Lys dans le tome précédent. Donc ils ont fait 2 vagues d'assaut, une qui attaque Angléon et l'autre qui attaque la reine à Lys. Et là, Angléon ne s'y attend pas du tout, surtout que ses forces sont parties du côté du royaume des singes de Lys. Et donc là, c'est la guerre avec des scènes de bataille violentes et impressionnantes, de prise d'Angléon. Et donc c'est la prise d'un château, enfin, d'un château fort, voilà, d'une place forte, on va dire, que ces ours essayent de faire. Pendant ce temps-là, sur leur propre territoire, une lutte de pouvoir, forcément, on s'y attendait un peu. Hein, on est, comme je vous le dis à chaque fois, dans un style trône de fer, mature et violent, avec des coups pourris à chaque fois pour avoir le pouvoir. Et donc là, on a à nouveau des luttes de pouvoir à terre. Et puis donc, dans cette prise, cette conquête de guerre, on suit une équipe sympa, composée de toute une équipe de guerriers différents qu'on apprend à connaître et qui vont essayer de s'entraider les uns les autres. Voilà, franchement, toujours du très haut niveau, toujours très sympa. On pourrait se dire qu'on se lasse, mais pas du tout. En fait, on est très content de retrouver vous voyez, ces magnifiques galeries de personnages de Didier Poli qui sont aussi franchement impressionnants, même s'ils n'ont pas tout à fait le même rendu que ceux de Le Reculé, qui aussi sont aussi excellents. Hein. C'est 2 styles différents, mais franchement, on voit les recherches de personnages et voilà, c'est très 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 bon. Et on est reparti pour un autre cycle hein, chez les 5 terres qui sera à coup sûr une série classique de fantasy. Une série d'Argo Mythologie, dans son 3e tome chez d'Argo Mythologie. Le tendre et peiné s'attaque à Sisyphe, le châtiment des dieux, bien connu Sisyphe, hein, tout le monde pense à ce personnage qui pousse des rochers en haut d'une montagne et qui inlassablement fait la même chose puisque ça retombe à chaque fois, ça revient à chaque fois. Et bien voilà, il est dans le Tartare, Sisyphe, et tout de suite on va se projeter avec un Sisyphe jeune, savoir comment, le mythe, hein, comment il en est arrivé là, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il soit à faire ça en dessous des enfers, vous voyez, encore pire que les enfers, le Tartare. Et donc on voit avec son fils qu'est-ce qui s'est passé, la malédiction qu'il a reçue. Et voilà, le dessin et le scénario sont très bien, avec de belles couleurs. Et voilà, on a plaisir à suivre une histoire complète dans la Grèce mythologique de Sisyphe et des coups qu'il a fait et après tous les sacrifices qu'il a essayé de faire pour sauver son enfant, voilà, et il a accepté de faire des choses terribles, d'être maudit pour essayer de donner plus de vie à son fils, voilà. Donc sympa, franchement une bonne chez Dargo. On continue, je vous le donne en 1000, avec une histoire en 3 tomes prévus, La Belle Rivière, livre 1, Oyo, de Duval, Brada et Fernandez. On se retrouve un style un peu Dernier des Mohicans, western. Voilà, on est en 1754, en Nouvelle-France, avec le conflit franco-anglais. Vous voyez, 3 tomes de prévus. Avec une galerie de personnages, ça c'est pas mal fait. On se retrouve un peu dans le style des séries qu'on peut voir. Voilà, alors ceux qui aiment voilà, les grands espaces, les Indiens, cette période-là vont être ravis avec cette série. Franchement, bien dessinée. On retrouve la nature sauvage, cher à Patrick Prune, qui a fait pas mal de séries là-dessus aussi.
dans un style là différent, où on va avoir un trappeur, des Indiens, un évangéliste, voilà, des personnages différents, un peu comme dans une série, vous voyez, on vous montre un peu les différents protagonistes qui vont être amenés après à se rencontrer. C'est bien fait, et voilà, on découvre ce trappeur qui va être amené à rencontrer ces Indiens. Voilà, on se retrouve vraiment dans le style d'Année des Mohicans, de Fenimore Cooper. Voilà, c'est très sympa, voilà, il y a de l'action, il y a des... C'est bien dessiné. Et donc on a envie de connaître la suite de cette histoire. Donc assez ambitieuse quand même, prévue en 3 tomes. Oyo. On continue avec l'adaptation de Peter Pan. Alors Peter Pan, on l'a eu un peu à toutes les sauces, mais là c'est Peter Pan de Kensington. Alors vous allez me dire, mais ça change quoi? Eh bien, Peter Pan de Kensington revient en fait au début de Peter Pan, puisqu'avant l'histoire de James Matthew Barry, en 1900, il avait fait dans une première nouvelle, Peter Pan de Kensington, apparaître ce personnage pour la première fois. Et donc là, le dessinateur Munuera, qui dessine très très bien, que j'aime beaucoup son style, a décidé de revenir vraiment aux sources de cette première histoire, le premier conte de Peter Pan dans ces jardins de Kensington. Et en fait, on a un Peter Pan un peu originel, et lui, bien sûr, il a essayé de développer un peu ça, et de faire une sorte de préquel au Peter Pan, en rajoutant des éléments de narration sur la suite, en évoquant le capitaine Crochet, tout ça. Et bon, c'est une histoire vraiment un peu fable, onirique, rêverie. Je vous disais que le dessin et les couleurs sont magnifiques. Et donc on a une jeune fille qui se retrouve dans ces jardins perdus de nuit, et elle se retrouve très vite confrontée à des fées pas très sympathiques, à des créatures qui lui en veulent, et Peter Pan va arriver pour la sauver, avec ce côté très enfantin, naïf et intrépide, même quitte à faire des bêtises. Il va essayer de l'aider. Il veut surtout jouer avec elle et passer du bon temps. Et donc, ouais, une galerie de personnages un peu grotesque, un peu petit cartoon. Et donc, dans ces couleurs très bleutées, fantasmagoriques, des espèces de fantômes, de nuit, eh bien, il va essayer de l'aider dans une quête pour passer la nuit et sortir de ces jardins. Voilà, avec de très belles doubles pages. Très très beau dessin, franchement voilà, on a des évocations du capitaine Crochet. C'est réussi, c'est quand même une BD assez bien éditée, assez riche quand même, qui fait 92 pages. Donc voilà, une belle édition de ce Peter Pan de Kensington chez Dargaud, que j'ai trouvé très bien. Alors si vous aimez Peter Pan, il y avait l'adaptation de Loisel, bien sûr, il y en a eu plusieurs, mais celle-là, elle est sympa, elle est différente. Elle marque des points surtout par son dessin. Une série que j'adore, et je vous en parle à chaque fois, ça, on arrive aux 3 meilleures BD de ce mois-ci. Elle n'est pas première, elle aurait pu, mais L'Abomination de Dunwich. Donc on est au tome 3. Ce coup-ci, ils avaient coupé en 3. Ils ont déjà coupé en 2 chez Ki-Un, mais là ils avaient fait en 3 tomes. Les chefs-d'œuvre de Lovecraft, L'Abomination de Dunwich, donc tome 3, c'est le dernier de la série. C'était vraiment le chiffre de cette vidéo en 3 tomes. J'aurais dû faire 3 parties pour les vidéos de ce mois-ci. L'Abomination de Dunwich, c'est toujours l'adaptation de Lovecraft et de une terrible chose qui, à Dunwich, a grandi dans une ferme abandonnée. On est toujours avec du noir et blanc, ça se lit à l'envers, hein, c'est du manga, mais comme dit Ki-Un, c'est un manga de tellement haute volée que ça dépasse complètement le carcan du manga, et c'est pour ça qu'ils l'ont édité avec ses couvertures en simili-cuir, pour vraiment montrer que c'était un objet différent. Et voilà, moi je suis en admiration devant le travail de Gutanabe, qui a complètement saisi la noirceur, l'ambiance de Lovecraft, avec cette histoire donc de créatures cosmiques, horrifiques,
qui va rentrer dans notre monde avec le Necronomicon, ce livre terrible, et voilà, ces choses qui peuvent déferler sur notre monde, et ces simples paysans et quelques chercheurs qui essayent de lutter contre ce mal. Ils sont complètement dépourvus contre ces choses terrifiantes, et quand même, avec leur courage, ils vont y aller. Et ils vont essayer d'empêcher la fin du monde. Alors, c'est des visages terribles, c'est voilà, une ambiance pesante, et on n'est pas déçu parce que là, avec 3 tomes, il a vraiment pu développer complètement son monde, vous voyez, et c'est complètement réussi, et voilà, ça fout la frousse, et c'est impressionnant. Ouais, ces 3 personnages qui vont aller en haut de cette colline où il y a des monolithes qui sont dressés vers le ciel avec ces corbeaux, là, ces engoulevents qui crient, ah, c'est terrible. Franchement, si vous aimez le fantastique, jetez-vous sur la série des chefs-d'œuvre de Lovecraft. Tous les tomes sont extraordinaires, toute la série est superbe, donc il faut vraiment y aller, et ça vous permet aussi de découvrir Lovecraft, qui est un auteur très important dans le fantastique. On continue avec un roman graphique très personnel. Alors vous savez que j'adore Craig Thompson, Ginseng Roots chez Casterman. Craig Thompson, c'est l'auteur de Blankets, qui est un de mes romans graphiques préférés. Extraordinaire évocation de son adolescence dans les années 80. Et une histoire d'amour incroyable. Et voilà, là ça faisait un moment qu'il avait fait aussi à Bibi comme histoire, et puis il avait fait Space Boulette, quelque chose comme ça, et en fait il avait eu moins de succès, et en fait il a traversé un peu une crise artistique, et une crise aussi personnelle, puisqu'il est tombé malade, il n'avait plus trop à dessiner, il avait des problèmes de maladie qui l'empêchaient de dessiner, et donc il raconte tout ça dans Ginseng Roots. C'est hyper personnel, comme d'habitude. Il dessine incroyablement bien. C'est voilà, des pages toujours pleines de... Alors là, toutes les couleurs sont en noir, rouge, pour faire voilà, le côté ginseng, chine, tout ça. Et en fait, quand il était jeune, avec son frère, il ramassait le ginseng. Et il avait un rapport au ginseng qui a finalement conditionné sa vie, parce que ça lui permettait travailler l'été, ça lui permettait d'acheter des comics. Avec son frère, il travaillait énormément. Alors il travaillait dans ses champs, il y avait plein de pesticides, des conditions très difficiles, mais ils étaient contents parce qu'ils pouvaient se payer des BD, des comics. Et il raconte tout ça, il raconte au travers de cet épisode de vie, eh bien, l'histoire du ginseng. Il nous explique tout sur la culture du ginseng, sur la plante, sur comment ça marche. Il nous parle de sa vie de maintenant, il mélange ça. On pourrait se dire que le ginseng, c'est pas forcément intéressant, et finalement, dans cette histoire, c'est passionnant. On se retrouve à être passionné par le ginseng, alors qu'on n'a pas forcément, c'est pas forcément un sujet qui nous intéresse. Et en même temps, le fait qu'il soit tellement transparent sur sa vie, sur ses problèmes, sur ses doutes, il nous dit, voilà, ça va intéresser personne, un livre sur le ginseng, je vais pas le faire. Combien de fois il a dû arrêter de faire ce livre, il n'arrivait plus à le dessiner. Voilà, il a fait un voyage du coup en Corée pour découvrir le ginseng, parce que dans le Wisconsin, le ginseng est très connu. Il y a le ginseng américain, il y a le ginseng chinois. Et donc en fait, voilà, et tout ça, il le recoupe avec son histoire familiale, où il revient même sur ses anciennes productions, sur ses précédents livres, sur ses succès, ses insuccès. Enfin, franchement, il est tellement intéressant, Craig Thompson, que bah, du coup, on lit ça avec grand plaisir. Et puis alors, la mise en page et ses dessins sont absolument extraordinaires, donc forcément, ça aide. Parce que toutes les planches sont magnifiques, intéressantes. On a presque envie de les recopier avec les saisons et toutes ces mises en page. C'est magnifique. Et voilà, il y a un côté aussi... on entre dans son univers, voilà, fait d'artistes, de fantasmagorie, de rêves, de peine. Franchement, Craig Thompson, c'est un auteur extraordinaire. C'est difficile à résumer comme ça, mais en tout cas, j'ai pris énormément de plaisir à lire. Il y a 450 pages à peu près. Vous voyez, donc c'est un beau bébé, Ginseng Roots. Mais voilà, si vous vous intéressez au ginseng, alors là,
il faut acheter ça tout de suite. Mais si vous aimez les romans graphiques personnels qui parlent de la vie des gens et de ces histoires de famille difficiles, parce qu'il y avait une famille très religieuse, hyper difficile, et ses relations avec ses parents ont été très compliquées, les évoquées dans Blankets. Moi, je vous conseille Blankets, c'est un classique de la BD. Et après, si vous aimez Craig Thompson, voilà, n'hésitez pas à lire son nouveau livre, en espérant qu'il puisse continuer à dessiner et nous faire de superbes histoires comme ça. Et la BD de ce mois-ci, ça aurait pu être Ginseng Roots, franchement elle l'aurait mérité, mais que faire contre Madeleine Résistante? Elle éclarasse tout sur son passage, elle est incroyable. 3e tome, Les nouilles à la tomate chez Air Libre, de Bertaille au dessin et Morvan au scénario, et Madeleine Riffaut en conseillère, puisque c'est l'histoire de Madeleine Riffaut, Madeleine Résistante, et qu'elle supervise tout. Elle est centenaire maintenant, je crois. Elle est extraordinaire, cette femme. Elle a une vie incroyable, et c'est ça qui donne en fait toute la force à ce récit sur l'occupation, la résistance, avec toujours ces couleurs bleutées, ces dessins magnifiques de Bertaille, hyper réalistes, je trouve. Voilà, on s'y retrouve complètement. Et là, à la fin du 2e tome, Madeleine était arrêtée. Elle s'était fait, elle avait tué, elle s'était vengée, elle avait tué un nazi, et donc elle s'est fait attraper. Elle a été emprisonnée. Elle est d'abord tombée dans la police de Pétain, voilà, la police française de l'époque qui collaborer, et donc elle est torturée, et là on va avoir là le récit au départ, les premiers tomes c'était un peu exaltant puisque elle rentrait dans la résistance et elle essayait d'aider, c'était plutôt, on ressentait pas la violence finalement, et là on tombe vraiment dans la violence terrible, puisqu'elle va être torturée, battue, enfin c'est très très dur. Et on voit toute cette incroyable force de caractère, cette résilience qui lui a permis de tout surmonter. Donc après, elle va être torturée par les nazis. Et puis c'est un incroyable concours de circonstances, puisque elle va déjà résister. Alors on voit les chansons et les poèmes qu'elle écrit pendant cette période-là et qui vont lui permettre aussi de tenir, qui sont hyper touchants. Et elle va jamais donner ses camarades de résistance. Elle va tenir jusqu'à avoir le peloton d'exécution. Voilà, elle est prête à mourir. Et par des circonstances, elle ne va pas mourir. C'est ça qui est incroyable. C'est un destin absolument extraordinaire, une vie folle. Et on est ébahi d'admiration devant voilà, cette force de caractère et cette intelligence aussi qu'elle a pour se sortir des situations, ce courage. Madeleine, c'est vraiment, Riffaut, c'est un personnage absolument incroyable, et qui a participé à la libération de Paris en attaquant des trains de munitions, qui attaquaient la ville. Enfin, c'est franchement incroyable, Madeleine Riffaut, et donc forcément quand on lit cette BD, on ne peut qu'être ébahi devant cette histoire, et le travail qui est fait là, il est incroyable. Voilà donc pour cette première partie de la sélection. Hop, j'attrape le chapeau magique et je vais touiller, puisque là, je vous avais parlé de cette belle histoire complète vert chez Rue de Sèvres, une histoire très écolo sur les plantes qui envahissent notre vie et les enfants qui deviennent des plantes. Voilà, une très belle histoire, très touchante. Eh bien, vous avez été nombreux à participer. Et c'est parti, donc je touille, hop, je ne regarde pas, et je vais tirer un nom, ça y est, je l'ai attrapé, c'est Muramajan qui a gagné. Voilà, Muramajan, regardez bien vos pseudos et vos noms sur YouTube, c'est pas toujours très clair. Muramaja peut-être, Ja ou Jean, j'écris pas très bien. Voilà, donc félicitations à lui ou elle pour cette BD. Un petit message sur
mon adresse mail qui est indiquée sur la chaîne YouTube, et je vous enverrai ça par la poste avec grand plaisir. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, des petits pouces et à vous abonner bien sûr pour permettre de développer et de faire continuer la chaîne. Et je vous dis à bientôt dans 15 jours pour la deuxième partie des BD sortis en septembre. Vous vous rendez compte, j'ai encore 20 super titres à vous présenter avec voilà, des super sorties. Vous allez voir, vous allez vous régaler. Désolé pour le portefeuille si vous craquez. À bientôt pour de nouvelles vidéos sur Contre Pop Culture. Merci, au revoir.